Vous êtes-vous déjà demandé ce que cache un simple regard, un geste figé pour l'éternité dans une vieille photographie? Combien de secrets, de peurs et d'espoirs silencieux se dissimulent derrière les sourires ou les visages impassibles de ceux qui nous ont précédés? Nous pensons connaître le passé à travers ces images, mais la vérité est que nous n'en voyons qu'une infime fraction, un instantané dépouillé de son âme véritable. Regardez attentivement cette photographie. Nous sommes en 1932, au sommet du RCA Building, en plein cœur de Manhattan. 11 hommes, suspendus entre ciel et terre, partagent un déjeuner sur une poutre d'acier, les pieds ballants à plus de 250 mètres au-dessus des rues frénétiques de New York. Cette image est devenue une icône, un symbole du courage et de la résilience de l'Amérique face à la Grande Dépression. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ces 11 hommes au premier plan. Notre histoire concerne celui que personne ne remarque jamais. Regardez de plus près, sur le bord droit du cadre, presque hors champ. Un autre travailleur, le visage buriné par le vent et le labeur, fait un geste étrange avec sa main gauche, un signe discret, presque imperceptible. Ce geste, que l'on a longtemps cru anodin, un simple salut à un collègue, n'était pas destiné à l'appareil photo. Ce n'était pas non plus un salut. C'était un signal, un message silencieux qui scellerait son destin, et celui de centaines d'autres âmes invisibles de cette ville impitoyable. Je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais cette photographie de la même manière. Vous comprendrez le poids de ce geste et découvrirez l'histoire d'un héros méconnu dont le courage silencieux a changé le cours de nombreuses vies. Si vous croyez, comme nous, que chaque vie, même la plus humble, mérite d'être racontée et que les véritables leçons de l'histoire se trouvent souvent dans les marges, alors je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à déterrer ces récits oubliés et à donner une voix à ceux que le temps a rendus silencieux. Aidez-nous à honorer leur mémoire. L'année 1932 était une année de contrastes brutaux. Alors que les files d'attente pour la soupe populaire s'allongeaient dans les rues de New York, des géants d'acier et de verre s'élevaient vers le ciel, défiant la gravité et la crise économique qui rongeait le pays. La construction du Rockefeller Center était un monstre de béton et d'ambition. Un projet pharaonique qui employait des milliers d'hommes désespérés, prêts à tout pour un salaire de misère. Parmi eux se trouvait Liam O'Connell, notre homme au geste secret. Il avait quitté son village de pêcheurs dans le comté de Clare, en Irlande, 5 ans plus tôt, laissant derrière lui une terre affamée et une famille à nourrir. L'Amérique lui avait promis un rêve, mais la réalité qu'il avait trouvée était un cauchemar de précarité et d'exploitation. Liam n'était pas un homme de grandes paroles. Le bruit des rivets, le grincement de l'acier et le sifflement du vent à des centaines de mètres d'altitude étaient sa langue quotidienne. Ses mains, calleuses et puissantes, parlaient pour lui. Elles savaient manier le marteau, serrer les boulons et trouver une prise sur des poutres glacées par le vent d'hiver. Mais ces mêmes mains apprenaient aussi à faire autre chose, dans le secret des ombres de la ville. Sur le chantier, il était un fantôme parmi d'autres. Les Skyboys, comme on les appelait, étaient pour la plupart des immigrants, des Irlandais, des Italiens, des Mohawks du Canada, des hommes invisibles dont la vie importait moins que le respect des délais de construction. Chaque jour, ils montèrent vers le ciel, sachant qu'un simple faux pas, une rafale de vent un peu trop forte, pouvait être le dernier. La mort faisait partie du métier, une clause non écrite dans leur contrat de misère. Liam avait vu des hommes tomber. Il avait vu la peur dans leurs yeux, entendu leurs cris brefs, vite étouffés par la clameur de la ville en contrebas. Ces images le hantaient la nuit, dans le modeste appartement de Hell's Kitchen qu'il partageait avec 3 autres Irlandais. Mais ce n'était pas seulement la peur de la chute qui pesait sur Liam. Un autre fardeau, plus lourd encore, alourdissait son cœur. Son secret. Dans son village natal, il avait laissé plus qu'une famille. Il avait laissé Siobhan, son amour de jeunesse, et leur fils de 4 ans, Ronan, qu'il n'avait jamais vu. Chaque dollar qu'il parvenait à économiser, en se privant de nourriture, en marchant des kilomètres pour éviter de payer le tramway, était envoyé en Irlande. Cet argent était leur seule bouée de sauvetage dans un pays étranglé par la pauvreté. Mais depuis quelques mois, la situation avait empiré. Les lettres de Siobhan étaient devenues de plus en plus désespérées. La maladie s'était abattue sur le village. Le propriétaire menaçait de les expulser, et la faim était devenue une compagne de tous les instants. Liam savait qu'il devait faire plus. Le salaire qu'il gagnait, bien que vital, ne suffirait jamais à les sauver, à les faire venir en Amérique comme il l'avait promis. C'est dans ce terreau de désespoir que le secret de Liam avait pris racine. Il avait commencé à fréquenter des réunions clandestines, dans les sous-sols enfumés des pubs irlandais du quartier. Là, des hommes comme lui, des travailleurs exploités, parlaient à voix basse d'injustice, de dignité et de syndicats.
Le mot « grève » était murmuré comme une prière interdite. Les compagnies de construction, soutenues par des politiciens corrompus et des briseurs de grève violents, écrasaient toute tentative d'organisation avec une brutalité implacable. Parler de syndicats sur le chantier, c'était risquer non seulement son emploi, mais aussi sa vie. Liam, pourtant prudent et discret de nature, s'était retrouvé au cœur de ce mouvement naissant. Sa force tranquille, son intégrité et sa détermination silencieuse inspiraient les confiances. Il était devenu un messager, un lien entre les différents groupes d'immigrants qui, malgré leur méfiance mutuelle, commençaient à comprendre que leur seule force résidait dans l'unité. Le geste qu'il fait dans la photographie, ce signe de la main apparemment anodin, était un code. C'était un signal destiné à un autre organisateur, un Mohawk nommé Akonwaraken, qui travaillait sur un autre niveau du bâtiment. Le signe signifiait « Le rendez-vous de ce soir est confirmé. La collecte de fonds pour les familles des blessés aura lieu. » C'était l'une des nombreuses pièces d'un puzzle complexe et dangereux qu'ils assemblaient, un plan pour une action collective qui pourrait tout changer, ou tout leur faire perdre. Ce jour-là, alors que le photographe Charles Zebetz demandait aux hommes de poser pour cette photo qui deviendrait célèbre, l'esprit de Liam était à des milliers de kilomètres de là, avec Siobhan et Ronan. Il était aussi dans les sous-sols sombres où se tramait la révolte. Il ne souriait pas. Son regard était fixé sur l'horizon, mais il ne voyait pas les gratte-ciel. Il voyait un avenir incertain, un chemin périlleux où chaque pas était un pari. Il était un homme invisible au sommet du monde, portant sur ses épaules le poids d'un amour lointain et l'espoir fragile d'une révolution silencieuse. Les jours qui suivirent la prise de cette photographie furent une lente montée en tension, une corde d'acier se tendant au-dessus du vide. Pour le monde extérieur, la construction du grand complexe avançait à un rythme soutenu, un hymne triomphal au progrès américain. Mais pour les hommes qui marchèrent sur ces poutres, l'air était devenu lourd de non-dits et de regards furtifs. Le secret de Liam n'était plus seulement le sien, c'était une étincelle partagée dans l'obscurité, un murmure qui passait d'un homme à l'autre, porté par le vent glacial qui balayait les hauteurs de Manhattan. Il y avait des alliés, comme Akonwaraken, le Mohawk, dont la communauté avait une longue tradition de travail sur les structures d'acier. Leur peuple avait été dépossédé de leurs terres, mais ils avaient conquis le ciel, marchant sur l'acier avec une aisance qui défiait la mort. Akonwaraken était un homme de peu de mots, comme Liam, mais son regard portait la sagesse de génération. Il voyait la même lutte pour la survie dans les yeux des Irlandais, des Italiens, des Polonais. « Ils nous prennent tout, O'Connell », lui avait-il dit un soir, alors qu'il partageait un maigre repas dans l'ombre d'une grue. « La terre, le travail, la dignité, ils nous laissent juste assez pour ne pas mourir, mais jamais assez pour vivre. Si nous ne nous tenons pas ensemble, nous tomberons un par un. » Cette alliance improbable, née de la misère partagée, était le cœur battant de leur mouvement. Ils se retrouvaient dans des lieux secrets, le sous-sol d'une église à Little Italy, l'arrière-salle d'une boucherie polonaise à Greenpoint, ou même sur les toits plats des Tenements, sous le regard indifférent des étoiles. Mais il y avait aussi des ennemis, et ils étaient là partout. Le plus dangereux n'était pas le contremaître brutal, un homme du nom de Bully Donovan, un compatriote irlandais qui avait vendu son âme à la compagnie pour quelques dollars de plus et le pouvoir de tyranniser ses propres frères. Donovan avait des yeux et des oreilles à chaque étage. Il flairait la dissidence comme un chien de chasse et prenait un plaisir sadique à licencier les hommes pour la moindre peccadille, les condamnant, ainsi que leurs familles, à la fin. Le véritable danger venait de la méfiance qui rongeait les travailleurs de l'intérieur. La peur était une gangrène. Pour chaque homme prêt à risquer son emploi pour un avenir meilleur, il y en avait 10 autres terrifiés à l'idée de perdre le peu qu'ils avaient. « Tu joues avec le feu, Liam », lui avait soufflé son ami Shamus, un soir dans leur appartement surpeuplé. Shamus venait du même village que Liam. Il connaissait Siobhan. Il avait vu la lueur dans les yeux de Liam quand il parlait d'elle. « Pense à elle. Pense à ton fils. Si Donovan te surprend, tu seras sur une liste noire dans toute la ville. Tu ne trouveras plus jamais de travail. Comment les aideras-tu alors ?» Les mots de Shamus étaient lents des poignards, car ils touchaient à la vérité la plus profonde de Liam. Chaque risque qu'il prenait était un pari avec l'avenir de ceux qu'il aimait le plus. Cette tension était son compagnon de tous les instants. Le jour, il devait présenter un visage impassible, un masque de soumission, tout en échangeant des messages codés et en identifiant des recrues potentielles. La nuit, le sommeil lui échappait, remplacé par des calculs sans fin et la lecture des lettres de Siobhan, dont le papier fin était usé par ses doigts. Une de ces lettres arriva 1 semaine après la photo. Elle était plus courte que d'habitude, les mots tracés d'une main tremblante. Ronan était malade. Une fièvre que le médecin du village ne parvenait pas à faire tomber. Ils avaient besoin d'argent pour des médicaments plus efficaces, disponibles uniquement dans la grande ville de Galway. La lettre se terminait par une phrase qui brisa le cœur de Liam. «
Il demande son père. Je lui montre ta photo tous les jours, mais j'ai peur qu'il ne commence à oublier ton visage. Cette nuit-là, le doute faillit consumer Liam. Seamus avait peut-être raison. Quelle folie était-ce de risquer son gagne-pain, le seul lien tangible qui le reliait à sa famille, pour une cause qui semblait désespérée. Il se sentit écrasé par le poids du monde, un simple grain de poussière au sommet d'un gratte-ciel. Mais alors qu'il regardait par la fenêtre de sa chambre misérable, il vit les lumières du Rockefeller Center, encore en construction, percer l'obscurité. Il pensa aux hommes qui étaient morts en le construisant, aux familles laissées sans rien, aux vies brisées par la cupidité d'autres hommes. Il pensa à Ronan, son fils, et au monde qu'il lui laisserait. Voulait-il que son fils grandisse dans un monde où la dignité était un luxe et où les hommes étaient traités comme des pièces remplaçables? La réponse lui vint, claire et puissante. Non, le risque n'était pas de se battre, mais de ne rien faire. Le véritable danger était d'accepter l'inacceptable. Sa peur personnelle se transforma en une détermination froide comme l'acier. Le lendemain, sur le chantier, son regard avait changé. Il croisa celui de Donovan, et pour la première fois, il ne baissa pas les yeux. Le contremaître sentit ce changement, cette défiance silencieuse, et un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Le jeu venait de commencer. Liam savait que Donovan le surveillait désormais de près. Chaque geste, chaque conversation, chaque absence serait scrutée. La corde venait de se tendre un peu plus. Il devait être plus prudent, plus intelligent. Le mouvement qu'il construisait dans l'ombre ne pouvait se permettre la moindre erreur. La vie de centaines de familles, et le mince espoir de revoir un jour son propre fils, en dépendaient. Le soir venu, lors d'une réunion secrète tenue dans la cale d'un bateau de pêche amarré sur l'East River, Liam prit la parole. Sa voix, habituellement calme, résonnait avec une nouvelle autorité. Il raconta l'histoire de Ronan, non pas pour s'apitoyer sur son sort, mais pour donner un visage à leur combat. « Ils ne se contentent pas de voler notre travail », dit-il au visage fatigué qui l'écoutait. « Ils volent l'avenir de nos enfants. » L'hiver de 1932 s'abattit sur New York avec une férocité implacable, apportant avec lui des vents glacials qui transformaient les poutres d'acier en perchoirs de glace. Le froid n'était pas seulement physique, il s'était infiltré dans le cœur des hommes, un mélange de désespoir et d'une colère qui couvait lentement. La parole de Liam dans la cale du bateau avait agi comme un catalyseur. L'histoire de son fils, Ronan, avait donné une âme à leur combat. Ce n'était plus une simple dispute sur les salaires ou les conditions de travail. C'était devenu une croisade pour leur humanité. Ils décidèrent qu'ils ne pouvaient plus attendre. Les murmures dans l'ombre devaient se transformer en une voix, même si cette voix était faible au début. Le plan était simple et risqué. Ils n'allaient pas déclencher une grève générale. Pas encore. Ils étaient trop peu nombreux, trop désorganisés. Ils allaient plutôt mener une action ciblée, un acte de défi symbolique pour tester leur force et envoyer un message à la direction, et plus important encore, aux autres travailleurs. Le moment choisi fut une après-midi où une livraison cruciale de poutres d'acier devait être déchargée et montée au 60e étage. Un retard sur cette opération coûterait cher à la compagnie. L'idée, proposée par Akonwaraken, était de provoquer un ralentissement coordonné. Pendant 15 minutes cruciales, chaque équipe impliquée dans l'opération, des grutiers aux rifters, travaillerait à une fraction de sa vitesse normale, invoquant des problèmes techniques imaginaires, des outils défectueux, des incompréhensions soudaines dues à la barrière de la langue. C'était un jeu subtil et dangereux. Le matin de l'action, une tension palpable flottait dans l'air. Les hommes se déplaçaient avec une lenteur calculée, leurs visages des masques d'impassibilité. Liam, dont le rôle était de coordonner les équipes de son secteur, sentait le regard de Bully Donovan sur lui, plus perçant que jamais. Donovan n'était pas stupide. Il sentait que quelque chose se tramait, l'odeur de la rébellion flottait dans l'air glacial. Il arpentait les passerelles comme un loup en cage, aboyant des ordres, cherchant une fissure dans l'armure des hommes, un signe de faiblesse à exploiter. À 14 heures précises, un sifflet à peine audible, le cri d'un oiseau imité par un guetteur mohawk, donna le signal. Le ralentissement commença. Un grutier commença à avoir des problèmes avec ses leviers. Une équipe de rifters découvrit soudain que leur rivet était froid. Des hommes se mirent à crier des ordres dans leur langue natale, feignant une confusion totale. Liam, de son côté, fit semblant de vérifier et de revérifier des plans, secouant la tête avec une frustration feinte. Les 5 premières minutes furent angoissantes. Les contremaîtres de niveau inférieur criaient, mais le chaos orchestré était efficace. Puis, Donovan apparut. Son visage était rouge de fureur. Il comprit immédiatement ce qui se passait. Ses yeux balayèrent la scène et se posèrent sur Liam. Il savait, d'instinct, que Liam était une pièce maîtresse de ce défi. « O'Connell !» hurla-t-il, sa voix couvrant le vacarme du chantier. « Qu'est-ce que tu fiches ? Fais bouger tes hommes !» Liam leva les yeux lentement.
un air de fausse perplexité sur le visage. Problème avec les plans, monsieur Donovan. Les mesures ne correspondent pas. Le mensonge était audacieux, presque suicidaire. Donovan s'approcha, son énorme silhouette projetant une ombre sur Liam. « Tu te fiches de moi, espèce de bouseux irlandais ?» Il attrapa Liam par le col de sa veste de travail élimée. « Je sais ce que vous faites. Vous pensez que vous pouvez jouer avec moi? Avec la compagnie ?» À ce moment précis, un jeune ouvrier italien, à peine âgé de 18 ans, du nom de Pietro, laissa tomber une clé à molette par nervosité. L'outil heurta une poutre métallique avec un grand bruit avant de tomber dans le vide. Le son strident brisa la tension, attirant l'attention de tous. Donovan vit sa chance. Lâchant Liam, il se tourna vers le jeune homme terrifié. « Toi, tu es viré. Prends tes affaires et dégage. Et tu as de la chance que je ne te jette pas par-dessus bord pour te suivre. » Pietro blêmit, les larmes aux yeux. Perdre cet emploi signifiait la famine pour sa mère et ses jeunes sœurs. C'était une condamnation à mort. La cruauté de l'acte envoya une onde de choc parmi les hommes. Leur action symbolique venait de coûter le gagne-pain d'un des leurs. La peur commença à l'emporter sur la défiance. Le rythme du travail reprit, lentement d'abord, puis avec une urgence frénétique, les hommes essayant de se distancer de la colère de Donovan. L'action était terminée. Elle avait duré moins de 10 minutes. Ce soir-là, l'ambiance dans le sous-sol qui leur servait de lieu de réunion était sombre. L'échec était cuisant. Ils avaient non seulement échoué à perturber le chantier de manière significative, mais ils avaient sacrifié un des leurs. Le découragement était palpable. « Je vous l'avais dit !» lança un homme. « C'est de la folie. On ne peut pas gagner. » Les murmures d'approbation se propagèrent dans la pièce. Liam se sentait responsable. L'image du visage dévasté de Pietro le hantait. Il avait sous-estimé la brutalité de Donovan. Il était sur le point de prendre la parole, d'assumer la responsabilité, lorsque Haakon Waraken se leva. « Nous n'avons pas perdu, » dit le Mohawk, sa voix calme mais ferme coupant le silence. « Regardez ce qui s'est passé. Donovan n'a pas viré O'Connell. Il aurait pu, il le voulait, mais il a viré le plus jeune, le plus faible. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Pour la première fois, nous l'avons fait douter. Il sait que nous ne sommes pas qu'un seul homme. Il sait que quelque chose a commencé. » Il se tourna vers Liam. « Il vous a ciblé. Cela signifie que vous êtes un leader. Maintenant, vous devez agir comme tel. » Les paroles d'Haakon Waraken changèrent la dynamique de la pièce. Il avait raison. L'échec n'était pas total. C'était une leçon douloureuse. Ils avaient appris que leur ennemi était impitoyable et qu'ils ne pouvaient se permettre aucune faiblesse. Mais ils avaient aussi appris qu'ils pouvaient inspirer la peur. La flamme de la rébellion n'était pas éteinte. Elle avait été attisée par l'injustice. Liam se leva, le poids de la responsabilité se mêlant à une nouvelle résolution. Il savait maintenant que le chemin serait encore plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Donovan ne l'oublierait pas. Il était devenu une cible. Mais en regardant les visages des hommes autour de lui, il ne voyait plus seulement de la peur. Il voyait une lueur de défi, une braise qui, avec soin et courage, pourrait devenir un incendie. La vengeance de Bully Donovan ne fut pas immédiate. Elle fut bien plus cruelle. Au lieu de licencier Liam, ce qui en aurait fait un martyr aux yeux des autres, il entreprit de le briser. Chaque jour était un nouveau tourment. Donovan assignait à Liam les tâches les plus dangereuses, celles que même les plus chevronnés des Skyboys redoutaient. Travailler sur les poutres les plus exposées au vent, transporter les charges les plus lourdes, riveté dans des positions presque impossibles. C'était un jeu sadique, une guerre psychologique menée à des centaines de mètres au-dessus du sol, où la moindre erreur de concentration était fatale. Liam endurait. Il se concentrait sur le froid de l'acier sous ses doigts, sur le rythme de sa respiration, sur le visage de Ronan qu'il invoquait dans son esprit. Chaque rivet qu'il enfonçait était un acte de défi. Chaque journée de survie était une petite victoire. Mais cette persécution avait un effet inattendu. Les autres hommes, même ceux qui avaient eu peur, voyaient l'injustice flagrante. Ils voyaient le courage silencieux de Liam face à la tyrannie de Donovan. La peur ne disparut pas, mais elle commença à se mêler à une admiration respectueuse. Des mains anonymes laissaient un morceau de pain supplémentaire près de son sac à lunch. Des collègues omettaient de signaler à Donovan une petite erreur qu'il avait commise. De petits actes de solidarité, des fissures dans le mur de la peur que le contremaître avait construit. Pendant ce temps, le mouvement continuait de s'organiser dans l'ombre, plus prudemment, mais avec une détermination renouvelée. Haakon Waraken, avec sa sagesse tranquille, était devenu le stratège du groupe, tandis que Liam en était devenu le symbole vivant. Ils comprirent que leur prochaine action devait être décisive. Un autre échec, et tout serait perdu. Ils commencèrent à planifier quelque chose de bien plus audacieux, une action qui ne pourrait être ignorée, une grève surprise d'1 heure, coordonnée sur tous les niveaux du bâtiment, le jour de la visite d'une délégation d'investisseurs. C'était un pari insensé, mais ils savaient que c'était leur seule chance de frapper la compagnie là où ça faisait mal, sa réputation et son portefeuille. Le plan était en place, mais le destin, ou le malheur, frappa le premier. Une autre lettre d'Irlande arriva.
portée par un marin ami. Les mains de Liam tremblaient, en la lisant à la lueur d'une bougie dans son appartement glacial. Les mots de Siobhan étaient un cri de désespoir. L'état de Ronan s'était aggravé. Le médecin avait parlé d'un hôpital à Dublin, de spécialistes, de traitements coûteux qui dépassèrent leurs rêves les plus fous. « Je t'en prie, Liam », écrivait-elle, son écriture presque illisible à cause des larmes. « Je sais que tu fais de ton mieux, mais nous n'avons plus le temps. Le monde de Liam s'effondra. La grève, même si elle réussissait, prendrait du temps pour porter ses fruits. Des semaines, des mois de négociations. Du temps que Ronan n'avait pas. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il marcha dans les rues sombres de Hell's Kitchen, la lettre brûlante dans sa poche. La ville, avec ses lumières aveuglantes et sa richesse ostentatoire, se moquait de lui. Il était pris au piège. D'un côté, sa loyauté envers ses camarades, leur combat commun pour la dignité. De l'autre, l'amour désespéré pour son fils, un amour qui exigeait une action immédiate. Il se rendit compte qu'il était face à un choix impossible, et dans le désespoir le plus profond, une idée folle et dangereuse germa dans son esprit. Il y avait une rumeur sur le chantier, une légende parmi les hommes. La paie de la semaine, une somme considérable en espèces, était conservée dans un coffre-fort dans le bureau temporaire de la direction, au 55e étage. Le bureau était gardé, bien sûr, mais les gardes étaient connus pour leur penchant pour l'alcool et le jeu, pour un skyboy qui connaissait chaque recoin, chaque poutre, chaque ombre du bâtiment inachevé, entrer par l'extérieur, par le ciel, n'était pas impossible. C'était un suicide, une folie. Mais c'était aussi la seule solution qu'il voyait. Le lendemain, il trouva Haakon Warraken. Sans lui parler de l'argent, il lui dit qu'il devait se retirer du plan de grève. « C'est une affaire de famille. Je dois trouver une autre solution. » Haakon Warraken le regarda longuement, ses yeux sombres lisant la panique et la détermination sur le visage de Liam. « Quelle que soit cette solution, ne marche pas seul, mon frère, » dit-il simplement. Mais Liam savait qu'il devait marcher seul. Ce fardeau, ce crime, il ne pouvait le partager avec personne. La nuit suivante, sous une lune voilée par les nuages, Liam O'Connell redevint une ombre. Vêtu de noir, le visage barbouillé de suie, il escalada la clôture du chantier. Il se déplaçait avec la grâce silencieuse d'un prédateur, son corps habitué à l'équilibre précaire et aux hauteurs vertigineuses. Il monta par les escaliers de service jusqu'au dernier étage achevé, puis sortit à l'air libre. Le vent hurlait, un requiem pour les fous et les désespérés. En utilisant une corde et son incroyable connaissance de la structure, il commença sa descente le long de la façade, une araignée humaine sur une toile d'acier. Chaque prise était calculée, chaque mouvement un défi à la gravité. Il atteignit la fenêtre du bureau du 55e étage. Comme il s'y attendait, les gardes étaient à l'intérieur, jouant aux cartes, une bouteille de whisky sur la table. Le cœur battant à tout rompre, il força doucement la fenêtre, laissée mal verrouillée par négligence. Il se glissa à l'intérieur, aussi silencieux que la poussière. Le coffre-fort était là, massif, imposant. Il n'avait pas le temps ni les outils pour l'ouvrir. Mais il savait quelque chose que les gardes ignoraient. Un des directeurs, par arrogance, gardait une clé de secours cachée sous son bureau. Il la trouva. Ses doigts tremblaient tellement qu'il faillit la laisser tomber. Il inséra la clé. Le mécanisme tourna avec un léger déclic qui résonna dans ses oreilles, comme un coup de tonnerre. Il ouvrit la lourde porte. À l'intérieur, des liasses de billets, plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu de sa vie, assez pour sauver Ronan, et bien plus encore. Il remplit un sac, le cœur partagé entre le soulagement enivrant et la culpabilité écrasante. Il était en train de trahir la confiance de ses camarades, de voler un salaire qui incluait leur propre sueur. Mais l'image de son fils chassa toute autre pensée. Alors qu'il se retournait pour partir, une silhouette se tenait dans l'embrasure de la porte. Ce n'était pas un des gardes, c'était Bully Donovan. Un sourire triomphant et cruel sur le visage, il tenait une lourde clé à molette dans sa main. « Je savais que tu étais une vermine, O'Connell, » siffla-t-il. « Je t'ai suivi toute la nuit. Tu es fini. » Le temps sembla se figer dans le bureau suspendu entre ciel et terre. Le sourire de Donovan était celui d'un prédateur qui a finalement acculé sa proie. Pour lui, ce n'était pas seulement une question de vol. C'était la conclusion parfaite de sa guerre personnelle contre Liam. Il allait livrer le rebelle à la police, devenir un héros aux yeux de la compagnie, et écraser une fois pour toutes l'esprit de sédition qui couvait parmi les hommes. Mais il sous-estima une chose, un homme qui n'a plus rien à perdre. Liam regarda la clé à molette dans la main de Donovan, puis le sac d'argent à ses pieds. Et enfin, dans son esprit, il vit le visage fiévreux de son fils. En une fraction de seconde, le combat pour la dignité des travailleurs se transforma en un combat primal pour la survie de sa propre chair. Il n'y eut pas de parole, seulement de l'action. Alors que Donovan s'avançait, Liam donna un coup de pied violent dans la table de jeu, projetant les cartes, les verres et la bouteille de whisky dans sa direction. Donovan, surpris, fit un pas de côté,
Et ce fut l'ouverture dont Liam avait besoin. Il ne chercha pas à se battre. Il se jeta vers la fenêtre ouverte, le sac d'argent serré contre sa poitrine. Donovan se rétablit rapidement, rugissant de fureur, et se lança à sa poursuite. Il attrapa la jambe de Liam, juste au moment où celui-ci basculait dans le vide. Pendant un instant terrifiant, Liam fut suspendu au-dessus de l'abîme, ne tenant à la vie que par la poigne de son pire ennemi. Il se balança sauvagement et, avec sa jambe libre, frappa le poignet de Donovan de toutes ses forces. La prise se desserra, et Liam tomba. Mais ce n'était pas une chute mortelle, c'était une chute calculée. Il tomba d'à peine 2 mètres pour atterrir sur une poutre de l'étage inférieur, une manœuvre qu'il avait répétée mentalement des centaines de fois. Le choc lui coupa le souffle et envoya une douleur fulgurante dans sa cheville, mais il était libre. Au-dessus de lui, Donovan hurlait des menaces et des alarmes. Liam ne perdit pas une seconde. Blessé, terrifié mais animé par une adrénaline pure, il s'enfonça dans le squelette du bâtiment, un labyrinthe d'acier et d'ombre qu'il connaissait mieux que quiconque. Il devint un fantôme. Il ne pouvait pas retourner à son appartement, ni chercher de l'aide auprès de ses amis, car il les mettrait tous en danger. Pendant 2 jours et 2 nuits, il vécut comme un animal traqué dans les entrailles de la ville, se cachant dans des chantiers de construction, dormant dans des wagons de marchandises vides, la douleur à la cheville étant un rappel constant de sa situation désespérée. Sa seule mission était de faire parvenir l'argent en Irlande. C'était la seule chose qui comptait. Il utilisa les mêmes réseaux clandestins qu'il avait aidé à construire pour la cause syndicale, mais cette fois pour une raison bien plus personnelle. Il trouva un contact, un docker du nom de Finn, un homme dont il avait aidé la famille quelques mois plus tôt. Sans poser de questions, comprenant l'urgence dans les yeux de Liam, Finn accepta de prendre le paquet et de le confier à un second mécanicien de confiance sur un cargo à destination de Cork. Sur les quais sombres et humides, sous une pluie fine, Liam remit le sac. C'était l'intégralité de son espoir, l'avenir de son fils. Dis-lui que son père l'aime, dit-il à Finn, sa voix brisée. C'était son dernier message. En regardant le navire s'éloigner dans la brume matinale, Liam comprit qu'il venait de couper le dernier lien qui le rattachait à sa propre vie. Il avait sauvé son fils, mais il s'était condamné lui-même. Les conséquences de cette nuit-là se propagèrent comme une onde de choc. Sur le chantier, la disparition de Liam et le vol audacieux devinrent une légende instantanée. Les versions de l'histoire variaient, embellies à chaque récit. Certains disaient qu'il s'était battu contre 10 gardes, d'autres qu'il s'était envolé du sommet du bâtiment comme un aigle. Donovan, furieux et humilié de n'avoir pas réussi à l'attraper, déchaîna sa colère sur les ouvriers. Mais sa brutalité se retourna contre lui. L'acte désespéré de Liam, au lieu d'intimider les hommes, galvanisa leur colère. Ils comprirent qu'il avait été poussé à bout par le système même qu'il combattait. Son sacrifice personnel devint le cri de ralliement de leur cause collective. À Conwaraken, le cœur lourd de la perte de son ami mais comprenant la puissance du moment, saisit l'occasion. La grève prévue eut lieu, et cette fois, elle fut suivie par une majorité écrasante des travailleurs. Le chantier fut paralysé. L'histoire de Liam, le fantôme du RCA, était sur toutes les lèvres, un symbole de la lutte de l'homme invisible contre la machine impitoyable. La direction, face à une mauvaise presse et à des investisseurs furieux, fut forcée de négocier. Donovan fut discrètement licencié, un bouc émissaire pour l'incompétence de la direction. Des concessions furent faites. De petites victoires au début, mais qui menèrent à la formation d'un des premiers syndicats puissants du secteur de la construction à New York. Le sacrifice de Liam n'avait pas été vain. Il avait allumé un feu qu'il n'avait jamais eu l'intention de créer. Des mois plus tard, une lettre arriva d'Irlande, non pas adressée à un appartement vide de Hell's Kitchen, mais au nouveau bureau du syndicat. Elle avait été envoyée par un prêtre de village, au nom de Siobhan. La lettre confirmait qu'une générosité anonyme et miraculeuse était arrivée juste à temps. Ronan avait été transporté à Dublin, il avait été soigné, et il était maintenant hors de danger. Siobhan remerciait les amis de Liam en Amérique, supposant qu'ils avaient collectivement accompli cet acte de charité. Elle ne connaîtrait jamais la vérité sur cette nuit-là, le prix terrible que son mari avait payé. Conwaraken lut la lettre aux hommes, et un silence respectueux remplit la pièce. Liam O'Connell avait disparu. Il était devenu une ombre, un nom murmuré dans les légendes de la ville. Mais l'écho de son geste désespéré continuait de résonner, non seulement dans la vie de l'enfant qu'il avait sauvé de l'autre côté de l'océan, mais aussi dans les droits durement gagnés de tous les hommes invisibles avec qui il avait un jour partagé une poutre dans le ciel. Et maintenant, revenons à la photographie. Regardez-la une dernière fois. Elle n'a pas changé. Les 11 hommes sont toujours là, déjeunant sur leur perchoir d'acier, symbole d'une époque révolue. Mais pour nous, tout a changé. Notre regard ne s'attarde plus au centre. Il est attiré par le bord du cadre, par cet homme que nous ignorions auparavant.
Nous ne voyons plus un travailleur anonyme. Nous voyons Liam O'Connell. Nous voyons le poids du monde sur ses épaules, l'amour pour une famille à des milliers de kilomètres, et la flamme secrète d'une rébellion naissante. Son geste étrange n'est plus un mystère. Ce n'est pas un simple salut au hasard. C'est un signal, un message codé, un fil invisible qui le relie à une cause plus grande que lui. C'est le premier battement d'aile d'un papillon qui allait provoquer une tempête. Cette photographie n'est pas l'histoire d'hommes déjeunant dans le ciel. C'est le prologue d'un sacrifice. C'est l'instant figé, juste avant qu'un homme ne soit poussé à faire un choix impossible entre sa conscience collective et son amour paternel. En le regardant, nous comprenons maintenant que les plus grands drames de l'histoire ne se jouent pas toujours sur les champs de bataille ou dans les palais des rois, mais dans le cœur silencieux d'un homme ordinaire. Qu'est-il advenu de Liam O'Connell? Personne ne le saura jamais avec certitude. Il s'est évanoui dans les rues de l'Amérique, devenant le fantôme que la légende prétendait qu'il était. Il a probablement changé de nom, errant de ville en ville, acceptant des petits boulots, vivant dans l'ombre, regardant à jamais par-dessus son épaule. Il n'est jamais retourné en Irlande. Il n'a jamais revu Siobhan, ni serré dans ses bras le fils pour qui il avait tout sacrifié. Son héritage est paradoxal. En commettant un acte égoïste par amour, il a involontairement accompli l'acte altruiste le plus puissant pour ses camarades. En fuyant pour sauver son fils, il est devenu le martyr qui a galvanisé un mouvement. Il a perdu son nom, son identité, sa famille et son avenir pour que d'autres puissent avoir une chance de se battre pour le leur. Sa transformation est celle d'un homme en mythe. Il est passé de travailleur invisible à une histoire d'avertissement et d'inspiration, murmurée sur les chantiers de construction pendant des décennies. Un rappel que même dans le désespoir le plus profond, un seul acte de défi peut faire écho à travers le temps. Il a trouvé un héritage dans sa perte, une forme d'immortalité dans son anonymat. La vie de son fils fut le seul témoignage de son sacrifice, un secret précieux gardé de l'autre côté de l'océan. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez une vieille photographie, ne vous contentez pas de regarder les visages souriants au premier plan. Cherchez dans les marges, dans les arrière-plans, les visages de ceux qui ne regardent pas l'objectif. Cherchez les Liam O'Connell de notre histoire, car ce sont souvent eux, les invisibles, les silencieux, les oubliés, qui portent le véritable poids du passé et plantent les graines de l'avenir. Leur histoire est écrite non pas dans les livres d'histoire, mais dans la dignité qu'ils ont refusé de céder et dans les sacrifices qu'ils ont faits par amour. Le geste de Liam n'était finalement pas destiné à la caméra, ni à son camarade Akonwaraken. C'était un geste lancé au destin lui-même, un défi silencieux qui nous rappelle que derrière chaque image se cache une vérité humaine bien plus profonde et plus poignante que ce que nous pouvons imaginer. La leçon de l'histoire de Liam O'Connell est que les grands changements historiques sont rarement le fruit de plans grandioses. Ils naissent souvent des luttes personnelles et des sacrifices silencieux de gens ordinaires poussés à leurs limites. L'héritage d'un héros invisible peut être le fondement sur lequel se construisent les droits et la dignité des générations futures, un écho puissant d'un acte de courage né de l'amour. Et maintenant, j'aimerais vous laisser avec quelques questions. Quelle est la photographie la plus importante de votre histoire familiale? Et quel secret pourrait-elle cacher si vous regardiez de plus près? Quels sacrifices silencieux vos propres ancêtres ont-ils fait et dont vous récoltez les bénéfices aujourd'hui? Et enfin, si vous étiez poussé à bout, quel choix feriez-vous entre votre communauté et la personne que vous aimez le plus? Si cette histoire a résonné en vous et que vous avez regardé jusqu'à la fin, commentez ci-dessous avec le mot-clé secret, écho. C'est notre façon de savoir qui fait partie de notre communauté de chercheurs de mémoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires cachées comme celle-ci. Aimez cette vidéo si elle vous a touché et partagez-la pour que l'héritage de Liam et d'autres héros invisibles ne soit jamais oublié. Et cliquez ici pour regarder la prochaine vidéo où nous explorerons une autre photographie mystérieuse. Merci de nous avoir regardés.